Harvey, Alex Bruno, on quitte l'accompagnateur en montagne, Shed, son lien intime avec la nature, ses envies, son métier, direction le plateau d'Assy. Un lieu d'art, d'architecture, de spiritualité, et justement, on va parler d'un artiste. Ses œuvres, toutes les sculptures avant la passerelle himalayenne de Passy, les grands totems près des blocs d'escalade, ou les 2 érins à la ferme pour tous. Tu vois de qui je parle? Kevin Chouroux, bien sûr. Il travaille le bois, l'écoute, le soigne, le transforme. Kevin est arboriste de métier, sculpteur, musicien. Il revient tout juste du Sénégal. On va à sa rencontre. Coucou Kevin. C'est un pote qui a lancé l'idée de partir au Sénégal en bagnole. D'ici, ouais, aller-retour. Du coup, avec Jérôme, son frère et l'autre gars, là, Vincent. Et moi, là-bas, j'ai vraiment un historique. Mon père, il a vécu 15 ans là-bas. Moi, j'y vais depuis que j'ai 3 ans. Ce gars-là, c'est vraiment celui avec qui j'ai appris la percu, etc., etc. Ce gars en question, là, c'est Ouzin. Et c'est on va dire, mon prof de percussion de chœur d'origine, quoi. Et tu sais, là-bas, pour faire un thé, il y en a 3. Parce qu'ils réinfusent le thé. Et du coup, tu as l'amer comme la mort, le doux comme la vie et le sucré comme l'amour. En gros, au fur et à mesure, il est de plus en plus sucré qu'il le repasse. Et ce thé-là a mis 6-7 heures à se faire. Et je te dis, on était 4, chacun fumait sa petite clope, son truc, son machin. Des fois, ça discutait dans tous les sens. Des fois, il parlait sénégalais, du coup, je comprenais rien. Et puis j'étais là, j'ai regardé, je me dis, putain, rien faire à ce point, j'ai jamais fait de ma vie. J'avais jamais trop pensé au fait qu'on soit des hyper consommateurs de temps. Et du coup, réduire un peu ce truc-là. À se dire, de temps en temps, je suis calé, je suis là. Et puis j'attends. Et il faut faire avec. Mais pas de vidéo, pas de téléphone, pas de truc, pas de machin, pas de passe-temps. Et c'est presque là maintenant que je suis dans le rush qu'il faudrait que je le fasse. Cette capacité à rien faire qu'ils ont par manque d'argent, par manque de boulot, même par pas gaspiller son énergie. Ils vont pas se dire comme nous justement, c'est un rapport avec la bouffe. Nous, on a de la bouffe à proximité tout le temps. On peut pas être en manque d'énergie, au contraire, des fois on en a trop et on la gaspille pas assez. Eux, non, il y a tout ce truc où faut savoir se contrôler, etc., etc. Et du coup, ils ont cette aptitude à... C'est l'anti-consommation. C'est totalement l'opposé de nous, ouais. Et là, je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Vraiment un truc à faire. T'as pas été chassé, t'as rien fait, machin. Eh ben, tu subis. Une fois tous les soirs, ça fait des années, c'est parce que j'aime pas les coupures dans la journée. Et une fois tous les 2 jours, ça, c'était une restriction exprès à me dire... le lion chope pas toujours une biche. Je me rends compte que moi, justement, c'est plus le social qui me plaît, c'est ça que j'aime bien au Sénégal, etc., que le paysage en soi. Je dis pas, si c'est tout plat, bon, je suis pas fan, j'irai peut-être pas vivre au bord de la mer non plus. Mais globalement, que je sois ici ou ailleurs, ça me change pas grand-chose, ouais. Je suis pas attaché à un lieu spécifiquement, ouais. Je suis attaché à la France, par contre. C'est que plateau, ce que j'aime bien, c'est que je retrouve un peu... ce côté des gens que je trouvais en Ariège. C'est-à-dire un peu ça va être un peu mal dit, mais les pauvres pestiférés de la vallée, tu vois. Mais moi, je me fous dans l'eau. Hein. Mais t'as pas la même richesse, t'as pas le même truc. Dès que tu pars à Cham, tu vois, des fois, au bout d'un moment, ça m'oppresse un peu. Je sens que tous les gens qui y a autour, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vais réussir à discuter avec eux, mais au bout d'un moment, de voir... la petite doudoune nickel partout, machin, les habits de sport, les trucs. Disons que c'est pas trop mon truc. Mais ici, il y a ce côté où je trouve il y a tout en un. En gros, je trouve il y a plus les montagnes, plus la forêt, plus truc, plus machin. Il y a nature qui est mélangée avec tourisme, qui est mélangée avec richesse, qui est mélangée avec hippie, qui est mélangée avec agriculture paysanne et qui est mélangée avec industrie. Et c'est ça que je trouve fou dans le coin. Et c'est ça qui fait que tout est électrique, je trouve. Tout va très vite. Et c'est intéressant. Je passerai pas ma retraite ici, par contre. Parce que je trouve tout va trop vite. J'aime bien des fois, justement, ce truc de pouvoir se poser, t'as un peu la lenteur, vivre au rythme des plantes, tu vois. Donc là, j'aime bien, tu vois, j'ai l'énergie, ça me plaît, etc. Après, je dis, je passerai pas ma retraite ici, j'en sais rien. Mais globalement, je trouve qu'il y a une dynamique qui est très rapide quand même.
En Ariège, tu vois, pareil, tout est plus... Fête de la place et fête de la courge. Ça, il y en a 2. Ouais, ben voilà, qui est assez unique du plateau, ça c'est trop bien. C'est une fête où bon, tout le plateau globalement se réunit, il y a même ben là pour le coup les parents de famille, etc. etc. Et il y a des super concerts qui se passent, tout le monde se bouge. Et le principe de la fête, c'est de faire plein d'activités et tout est à prix libre. Tout. Y compris, bah, du coup, il y a les bières, il y a les crêpes, il y a la bouffe, il y a les activités pour les enfants, machin, blabla, etc. Du coup, eux font venir les groupes de musique, enfin, ils font tout ce qu'il y a derrière, quoi, toutes les préparations. Et tout est à prix libre. Et un truc qui est génial, c'est que je pense, alors je sais pas, je pense que c'est la seule dans la vallée qui fait ce prix libre, parce que ça, je trouve que c'est assez unique quand même. Ils sont bénéficiaires chaque année. Et ça, c'est cool quand même. C'est-à-dire que les gens, justement, ça leur plaît. Il y en a qui vont donner... en gros, le but, c'est que celui qui a 50 centimes dans la poche, il puisse autant profiter que celui qui a 100 balles, quoi. Et ça, ouais, c'est génial. Et ça relie un peu bah, tous les gens du plateau, du village. Et puis il y a même des gens qui viennent de Saint-Gervais pour voir la fête. Il y a vraiment des beaux groupes de musique. C'est une sacrée fête quand même. Hein. Ce qui me ferait chier là à déménager, en fait, c'est de perdre les gens que je vois tout le temps. Et puis on se connaît, et puis tu connais les caractères de chacun. T'as cette ambiance village, vraiment. Ça, moi, j'aime bien. Alors ici, c'est vrai que là-dessus, je trouve à limite, je pourrais dire, il pourrait plus y avoir un rapport à la terre. C'est-à-dire que faire les choses de ses mains a une dimension écologique qui est intéressante. Mais après, si tu vas, ben, même Chamonix, où j'aime bien, il y en a certains, voilà, je suis pas très fan du truc, mais ceux qui vont être dans le milieu touristique, ils vont faire, je sais pas, ben, du coup, par exemple, un truc tout con, qui, plutôt que de prendre l'ébène pour monter, ils vont tout simplement prendre leur parapente, monter en parapente et descendre en parapente. Je suis sûr que dans la tête, outre le fait que tu t'amuses, etc., dans la tête de tous ces gens, il y a forcément une dimension écologique, parce que sinon, ils pourraient descendre en ULM. Globalement, je suis anti les gens qui ne sont pas écolos, mais après, toutes les dimensions écologiques sont bonnes à prendre. On est 3 frères, 4 avec Omar, mais il est un peu plus jeune et puis je le vois moins, mais 3 frères, et on a presque tous les 3 frangins appris à nos parents à le devenir. C'est presque, ça s'est fait un peu à l'effet inverse, quoi, je trouve. Ils avaient ce côté-là, c'est sûr, mais eux, mon père était ingénieur, ma mère, pareil, ingénieur astrophysique, puis prof de maths, etc. Mon grand frère a fini maréchal ferrant, moi j'ai fini arboriste grimpeur, et Théo, il est pépiniériste. Et là, maintenant, ma mère, elle a une ferme avec des chevaux, et elle fait de la sève de bouleau, elle fait du jus de pomme. Elle a toujours un peu rêvé de le faire, mais j'ai l'impression qu'on l'a vachement aidé à faire ça. Et mon père, c'est pareil, lui à la limite, il a un peu plus ce côté, il aime le sport. Mais pareil, ça lui a simplifié vachement de choses. À sortir un peu de ce milieu très, très informatique. Je sais pas trop comment dire, ouais. Un peu plus relié à la terre. Bah lui, par exemple, il va aimer réfléchir, il regarde son jardin, qui est un petit jardin basique. Il ne demande pas la lune. Ma mère, c'est vraiment une ferme, lui, c'est son petit jardin. Et il s'amusait scientifiquement, du coup, à étudier, quand il laissait son jardin en friche, comment les choses se déroulent, comment ça se passe. Et il me disait, je me suis amusé à étudier ça, à regarder et tout, pendant des mois. Et il m'a dit, j'avais l'impression de voir un orchestre d'ondes, où tu vois, t'as la petite air qui part là, puis l'autre qui part là, puis t'as un chef d'orchestre un peu global, mais t'as l'impression vraiment au final d'avoir un orchestre qui se déroule, tac ça se lève, tac ça meurt, tac ça redescend, puis ça remonte, puis truc, puis machin. Tu vois, une autre approche. Mais ça, je suis pas sûr que nous, on aurait eu cette façon d'être, les 3 frères. Je pense pas qu'il aurait eu ce type de réflexion. Déjà, mon métier, ça va commencer quand même par un truc, c'est que j'avais appris en philo que le terme travail provient du latin tripalium qui veut dire torture. À vérifier. Donc mon métier n'est pas un métier. C'est vraiment une passion, je voulais faire ça. Et ça, pour le petit historique, c'est que bon, à l'école, je n'étais pas très fan, pas trop mauvais, etc. Et j'avais dit, j'adore grimper dans les arbres, j'aime ça et tout. Et ma mère, elle a vu
un article de journal. J'étais en 4e. Elle a vu un article de journal, élagueur, un nouveau métier qui se monte, machin, blabla. Direct, elle m'a montré l'article, elle m'a dit, il te faut ça. J'ai dit, mais ouais. Et du coup, je suis arrivé jusqu'à bac, BTS, etc. On me disait, tu veux faire quoi plus tard? Élagueur. On me disait, quoi, tu veux faire la guerre? Non, élagueur, je veux faire élagueur. Et du coup, ça a démarré comme ça. C'est ce côté d'avoir un respect, puis de grimper dedans, dans, je sais pas, des êtres qui me fascinent. J'adore globalement le végétal, mais je suis vraiment fan du végétal ligneux. Il y a ce côté, je trouve, grandiose, un peu divin de ce truc qui vient, qui se reste, qui fait 30 mètres, qui bouge pas, et qui te laisse tout accès libre. En gros, il est là, il est ici, et il te dit, bah, je t'attends, vas-y, regarde, je t'ai tout mis, pour que tu puisses me monter dedans, avoir tes petites sensations qui vont bien, avoir ta vue, voilà, je te donne mes petites odeurs, regarde, mine de rien, de loin, je suis pas moche, tu regardes, je suis beau, etc., etc. Regarde, je suis juste là à côté de toi, tout ce que tu as à faire, c'est venir soit juste me contempler, soit juste venir sentir, soit si tu as envie, tu me grimpes dedans. Et du coup, dès que tu es un peu amateur de sensations fortes, on va dire, moi c'est le cas, grimper dans un arbre, il n'y a rien de plus génial, je trouve. Et un truc de fou, c'est que c'est pas vraiment... C'est un sport parce que physiquement, tu vois, tu te bouges, mais c'est pas vraiment un sport. Et c'est là que c'est dingue, c'est que ceux qui font du sport, tu vois, bah, dont moi qui fais du vélo, etc., il faut un vélo, il faut une bagnole pour se déplacer, il faut des chaussures, il faut machin pour faire du vélo, etc., etc. La grimpe, là, le week-end, je pars, je sors pieds nus, partout. J'ai pas besoin de prendre la voiture, j'ai pas besoin d'aller en intérieur, en truc. Même sous la pluie, c'est intéressant. Même sous la pluie, t'arrives, tu glisses, tu fais moins de miracles. Mais t'es là, t'as froid, tu ressens. Le fait de ressentir les choses un peu. Tu sais, on est tout le temps pareil, on est tout le temps à l'abri, tout le temps dans les voitures, il y a des options, le chauffage, le truc, le machin. Putain, des fois, pèle tout le cul, quoi. J'ai un vrai plaisir à être en bas, clairement. Mais plus pour les sensations de la terre, un peu les sons, les trucs, je vais plus m'occuper de ça. Il y a un autre plaisir qui est différent à être en haut. Où là, tu as ce côté justement un peu sportif, à chercher des mouvements différents, etc., etc. Tu as cette sensation de hauteur où il ne faut pas tomber, machin, blabla. C'est deux sensations assez différentes, ouais. Et le fait, ce côté tridimensionnel qu'il y a dans l'arbre, c'est que tu te déplaces. Alors là, quand je dis ça, du point de vue passion qui me plaît, du coup, c'est sans rien. Sans corde, sans truc, sans machin. Ça, c'est un peu particulier. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe. Et quand ils voient un singe là qui est en train de s'amuser dans les arbres, etc., machin, j'ai toujours un peu ce petit truc de dire comment ils me voient un peu comme... Alors que c'est... Pour moi, au final, c'est évident. Quand t'es gamin, tu grimpes, tu fais le truc. Non, je trouve que c'est des sensations... C'est toutes des sensations différentes, mais que tu sois au sol ou en l'air ou machin, c'est juste, c'est l'extase totale. Et ce côté, voilà, en 3 dimensions, t'as rien, machin, tu te déplaces, il y a une liberté qui est chouette. Et essayer de trouver des mouvements, tu vois. Des façons d'avoir des beaux gestes. Et tout, je trouve, il n'y a pas... Enfin, il y a peut-être plus, mais pour un arbre, je trouve qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup plus respectueux que ça. Dans le sens où eux, ils ont besoin, vu qu'ils ne bougent pas, ils ont besoin du mouvement pour se reproduire, pour se déplacer, façon de parler, et pour qu'on cueille leurs fruits, que ça retombe de l'autre côté, etc., pour les fleurs. Voilà. Je trouve qu'on a ce devoir, du coup, de se mouvoir, parce que c'est notre rôle pour leur apporter ça. Et du coup, ils nous offrent tout pour ça, exprès. Ils nous mettent des belles fleurs, des belles odeurs, une belle silhouette, ils nous mettent les branches partout où il faut. Dès que tu es en forêt, tu te sens bien, tu as les petits oiseaux, les trucs. Ils font tout pour qu'on fasse ça. Et nous, on nous dit, fais pas ça, c'est dangereux. C'est plein de choses différentes, j'ai vraiment dédié ma vie à ça. Mais du coup, j'ai fait BTS de gestion forestière, donc là, qui était pas... C'est pas le même domaine.
Mais du coup, je viens du domaine forestier où là, tu gères un global. Et la gâche, c'est vrai que là, tu te mets à gérer l'individuel. Mais ça marche à peu près de la même manière. Et du coup, j'ai eu ce BTS, de l'auto-apprentissage tout au long. Et pendant ce BTS, j'étais en alternance avec un maître de stage que je portais énormément dans mon cœur. Pour le coup, je l'appelle un peu mon mentor sur tout ça. Lui, il n'aura pas du tout le discours que j'ai là maintenant. Hein. Mais il m'a apporté cet amour de la nature, etc. etc. Et moi, j'ai juste apporté ma touche dans tout ça. Mais lui était bûcheron, j'ai adoré bosser avec ce gars-là. Donc lui, il m'a apporté énormément. Les études. Derrière, j'ai fait le CS arboriste, du coup. Plus après, tu discutes avec les gens de ta promo. Tout le monde, tu as cette dimension écologique. Tu discutes entre tout ça. Il y a un gars que j'aime particulièrement, par exemple Marc-André Sellos, qui fait énormément de conférences, que je suis à peu près sur tout ce qu'il fait. Même il y a eu un gars que je suis un peu moins maintenant, parce qu'il a toujours un peu le même discours. Mais donc des conférenciers. Il y a eu Francis Allais, très connu, qui était un peu le premier à lancer les mœurs que l'arbre a un être vivant. C'est lui qui a lancé les histoires des cohésions entre les arbres, etc., etc. Un peu toutes les petites idéologies qu'on a maintenant là. C'est lui qui a un peu lancé ce truc-là. Donc j'ai envie de dire, ça s'est fait même en discutant avec je sais pas, des guides de haute montagne. On apprend plein de choses. Eux, ils vont dire, ah ben du coup la nature, je l'approche de telle manière, de telle manière. C'est la nature, c'est lié, c'est pareil. Du coup, t'apprends avec tout. Il y en a, ils vont dire, ah, on n'a pas besoin de tailler un arbre, c'est pas obligatoire, c'est pas truc, c'est pas machin. Moi, j'ai presque ce discours de dire, est-ce que la beauté est une règle de base ou non? Et donc pour moi, oui. Pour moi, les choses belles, c'est hyper important. C'est même, c'est dans notre culture que les choses avancent, quoi. Et en gros, mon rôle dans ce boulot-là, c'est de minimiser les dégâts de la taille, voire même de sublimer quelque chose. De sublimer ces arbres, etc., etc. Plutôt en fait, on a nos maisons, on a nos façons de voir les choses, etc., etc. Il y a un arbre, si on le laisse pousser naturellement, certes ça marche, il n'y a pas de problème, mais un jour il y a peut-être une branche qui va pousser au-dessus de la maison, qui peut potentiellement devenir dangereuse. S'il pousse un peu de travers, il n'embellira pas la maison. Sur les arbres fruitiers, il y a certaines tailles à entretenir pour avoir les meilleurs fruits, etc. Donc là, après j'ai envie de dire, c'est là vraiment utile. Mais moi j'ai ce devoir un peu, enfin que je me donne en tout cas, pour éviter un jour d'avoir à enlever un arbre d'une maison, parce qu'il en faut, et je trouve qu'il en manque, clairement il en manque pour moi, de les sublimer, de les rendre beaux, que les gens s'ils se disent « Ah, là ça commence à craindre, il faudra peut-être couper cet arbre », il faut vraiment que la raison soit valable. Vraiment que la raison soit valable. Si jamais il penche comme ça, qu'il est énorme, qu'il est au-dessus de la maison, pourquoi pas. Et des fois, bon là c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais des fois, et encore, des fois je trouve qu'on devrait pouvoir se permettre il nous apporte que du bien tout le temps. S'il y a une grosse tempête, potentiellement il tombe, mais il nous a apporté que du bien. Je trouve que des fois on devrait se permettre de les laisser tomber et nous péter une clôture. Parce que c'est pas grand chose, on parle d'un être vivant qui est vraiment important, pour le coup. En gros, il y a ce côté un peu artistique d'avoir de la beauté, et je trouve qu'un bel arbre est un arbre en bonne santé, du coup. L'esthétique et le visuel d'un arbre est hyper important, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir, en fait. Tout le monde peut se dire, celui-là il est en bonne santé ou pas, il n'y a pas besoin d'être expert. Si l'arbre est beau, s'il est esthétique, etc., etc., aucune raison qu'il soit en mauvaise santé. Je trouve que c'est un vrai critère, pour le coup. Et après, c'est faire de la belle éclaircie, éviter qu'il y ait trop de bois mort dedans, pas que ça tombe dans le jardin, avoir une meilleure vue, etc., qu'il fasse plus de fleurs, des meilleurs fruits, machin. Mais tout en respectant au maximum l'arbre. Et si jamais il y a un risque de casse, ou etc., je vais le dire aux gens, écoutez, il y a potentiellement un risque de casse, mais on ne va pas l'abattre pour autant. Ce qu'on va faire, c'est de l'aubanage. Du coup, les branches en question qui sont un peu craigneuses, on va les aubaner ensemble. L'arbre, on peut le laisser faire sa vie,
mais garder cet arbre dans le jardin. J'aime bien le défi qu'il y a ici, parce que il y a un niveau d'arborisme dans le coin qui est clairement trop bas par rapport à ce qui pourrait être fait. Clairement trop bas. Et les gens, quand ils me disent « Ah, est-ce que vous pouvez me couper ce sapin en deux pour avoir la vue ?» T'en as très rares qui vont insister, qui vont dire « Ah, si, machin, blabla. » Si tu leur expliques par A plus B que là, on va faire pourrir votre arbre, il va devenir dangereux, c'est pas bien, ces trucs, il n'y a que des inconvénients. Du coup, moi, je préfère faire des fenêtres. C'est-à-dire que je vais tailler les quelques branches, soit avoir de la transparence pour voir les montagnes derrière, soit carrément faire une fenêtre et comme ça, ils voient. Les gens, une fois que tu leur expliques, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas formés, etc., une fois que tu leur expliques que si on fait ça, c'est mauvais pour votre arbre, je connais très peu de gens qui veulent crever les arbres qu'ils ont dans le jardin, au final. Donc ça m'est arrivé quelquefois de ne pas en convaincre, mais dans la majorité des cas, c'est juste pour leur expliquer. Arboriste, voilà, qui est le nom de la formation, franchement c'est la seule qui existe, hein. Arboriste grimpeur, qui est là dans une optique de protéger les arbres et non pas de les bousiller. Quand là où petit à petit la différence va se faire avec élagueur, c'est que élagueur c'est un métier technique. C'est-à-dire que le gars, techniquement, c'est vrai que ça peut plaire. T'as du gros bois, t'as du déplacement sur corde, t'as du truc, t'as du machin, t'as du matériel, etc. etc. Comme quelqu'un qui aime bien aller en falaise, grimper avec les baudriers, faire des manips de corde, tout ça. Il y a ce côté technique de l'élagueur qu'il est capable d'accéder partout dans l'arbre, mais la partie arbre, vivant, il s'en branle. Il y a des arboristes dans le coin, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais il n'y en a pas, c'est juste des élagueurs. Ils sont aptes à aller d'un côté ou de l'autre de l'arbre. On leur dit tu coupes ça là, tu truc, tu machin. Plus c'est loin, plus il est content, parce que plus il se déplace. Et ça s'arrête là. Là où il y a la différence avec l'arboriste, c'est que l'arboriste, le client va lui dire tu coupes là, tu coupes là, tu coupes là, tu coupes là. L'arboriste, il va lui dire si on fait ça, ça va pas. C'est lui qui va donner conseil au client et non pas l'inverse. Et c'est là qu'est la différence entre les deux. Et ici, en fait, le petit truc qui me choque, c'est que il y a donc des élagueurs qui ont ces aptitudes à aller de gauche, de droite, etc., etc. Mais il y a un taux de taille dégueulasse dans le coin, que j'appelle du coup la coupe Mont Blanc, enfin que tout le monde appelle la coupe Mont Blanc, qui est inimaginable. C'est-à-dire la coupe Mont Blanc, en fait, il y a un sapin qui est en face, il cache le Mont Blanc, on le déglingue. Donc pas de souci, tu arrives avec tes cordes, tes trucs, tes machins, tu joues avec tes poulies, t'es content. Si t'aimes la technique, aucun problème. Si t'aimes l'arbre, là ça pose vraiment souci. Et par ici, il y a trop de ça, clairement. Moi je trouve, quand je vais presque, du coup j'apprécie, j'irai pas y vivre, mais j'apprécie aller en ville, et je trouve ça pas normal, c'est que sur la gestion de leurs arbres, ils sont en avance sur nous. Nous, on est au milieu de la nature, on est censé presque donner exemple, à faire attention, etc., à dire, ben non, on est là, regardez, ça se passe comme ça, etc. Non, là, moi, je trouve, quand je vais à Lyon, je regarde tous les arbres, là, c'est tout fait par des vrais professionnels. Ils veulent les garder parce que c'est hyper important. En gros, ils ont attendu le dernier moment à se dire, ah, là, l'été, il fait 70 degrés, il va falloir qu'on foute des arbres. Il y a de la pollution, ça dépollue un peu. Il y a de la verdure, ça évite de voir que des immeubles, etc. Ils ont attendu le dernier moment. Et du coup, sur la gestion de leurs arbres que maintenant ils veulent protéger, parce que des arbres dangereux en ville, il y en a partout. Mais eux, ils vont jusqu'au bout pour les garder. Il y a des arbres qui penchent au-dessus des immeubles, etc. Il y a 40 appartes, mais cet arbre, autant dire, justement, ils le gardent. Et ça, je trouve ça étrange d'être dans un endroit qui se veut amoureux de la nature, etc., 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 et d'être en retard sur du barricadé de béton. Je trouve ça fou. Mais il y a clairement beaucoup plus d'arboristes en ville qu'ici. Et c'est là que je trouve qu'il y a un défi qui est intéressant par là, c'est que les gens sont sensibles à ça, mais ils l'ignorent parce qu'il n'y a pas le problème. On n'a pas tant le problème d'hyper-chaleur, parce que des arbres, il y en a quand même toujours un peu à côté, tu as les glaciers, on ne se retrouve pas avec les 70 degrés que tu peux te retrouver dans les rues en ville, quoi. On n'a pas trop ce problème, mais du coup on ne donne pas l'exemple.
J'ai pas d'apprenti. Après, les gens avec qui je travaille, dont Jérôme par exemple, je leur apprends. Je leur apprends le boulot, je leur dis comment je vois les choses, etc., etc. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, adios. Parce qu'il y a un peu ce débat sur les forêts d'ici où on dit les forêts se meurent. Eh bien, tous ces espaces où les arbres meurent, pas les forêts pour le coup, eh bien, je trouve que c'est bien, et justement, c'est dans une dynamique de forêt où tu te promènes et tout. S'ils sont en train de crever, c'est qu'il fallait que ça arrive. Et moi, tout ce que j'attends, en fait, c'est que tout ça, ça disparaisse. Parce que globalement, les forêts qu'on a là, c'est que de la plantation, de l'époque du Fonds forestier national dans les années 70, où tout le monde a profité de mettre l'épicéa, qui est l'essence la moins chère, et de profiter des subventions. Donc, tous ces épicéas, c'est pas parce qu'on entretient mal, c'est pas parce que truc, pas parce que machin, c'est qu'au bout d'un moment, là, ils ont tous 60 ans, et ils sont voués à crever, ils ont rien à foutre là. Laissez-les crever, et on va attendre qu'il se passe autre chose, qu'il y ait autre chose. Mais je trouve toutes les forêts sont belles, même une forêt morte. Au final, tu prends une petite cuillère à soupe de terre et tu te rends compte qu'il y a des milliards d'espèces dans une petite cuillère à soupe. Ça reste beau quand même. Mais c'est vrai que j'attends, pour moi là on est sur un cycle où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épicéas qui meurent en même temps, mais parce qu'ils ont tous le même âge, et c'est un peu un effet d'épidémie quoi. Et pour moi c'est une évidence. Et le seul petit défaut qu'il y a, parce qu'elle a entretenir la forêt, c'est dire on va aller couper tous les trucs morts, mais au final une fois que tu as coupé tous les trucs morts, au lieu d'avoir du bois mort, tu as un trou. Donc ce sera pas plus joli spécialement. Mais le seul défaut qu'on va avoir ici, donc là pour l'exploitation, c'est que en gros il y a un tarif d'exploitation en France qui est un peu général. Ici c'est un peu compliqué à ces prix-là, quoi. Faudrait être au triple et clairement c'est pas possible, surtout sur des arbres qui ont été bousillés. L'épicéa c'est pas de la grande qualité. Enfin, je trouve que c'est une des forêts qui, au final, vaut mieux la laisser faire. Et ce qui va repousser, c'est des érables, des frênes, des hêtres. Il y aura peut-être 2-3 épicéas en plus. On va retrouver un peu le sapin pectiné, sapin de pays. Laisse faire, ça va être beau, il n'y a pas de problème. Lien avec les arbres, il y en a qui en veulent, il y en a qui en veulent pas. Ceux qui veulent pas de lien, c'est pas grave. Tout ce que je leur demande, c'est de se dire consciemment, les arbres sont importants, on n'y touche pas. Mais moi qui n'ai pas de potager, ça me dérange pas de pas en avoir. C'est vrai que j'aime bien faire les choses de mes mains pour m'amuser, etc. Parce que là j'ai pas de jardin. Si j'avais un jardin, peut-être je ferais un potager pour rigoler. Mais j'apprécie d'autant plus ce truc d'aller chez quelqu'un, un professionnel qui fait du potager. Si je veux des bons légumes, moi je vais à la ferme pour tous. Et c'est eux qui font ce boulot, c'est leur métier, c'est leur truc, c'est leur machin. Et pour moi, c'est pas un manque de respect de la nature, de truc, de pas faire moi le potager. C'est autant respectueux que d'aller chez des bons professionnels qui font leur potager. Celui qui veut pas d'arbres fruitiers dans son jardin, parce qu'il veut peut-être pas de pommes, ou parce qu'il veut pas s'emmerder à ramasser les pommes par terre, ou machin, c'est pas un problème. Par contre, ne va pas faire couper l'arbre du voisin en disant « Ah, il y a tes fruits qui sont chez moi, tes trucs, tes machins, ou ça me cache la vue. » Non. Non, la sculpture, j'ai commencé plus tard. Non, je me suis vraiment intéressé aux arbres, et encore aujourd'hui. Tout ce que je dis là, en fait, est beaucoup plus important que la sculpture. Tout comme le fait de... en tant qu'arboriste, du coup, de grimper avec mon baudrier, etc., pour faire le bon boulot, c'est tout ce que j'ai dit avant qui m'importe vraiment. Et la sculpture fait partie de ce truc, vu que tout arbre est important, d'autant plus maintenant, il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Tout arbre est important, aucun ne mérite d'être gaspillé. Aucun. Non, il n'y a aucun arbre qui vaut rien. C'est t'enlèves un arbre ou il y a un arbre qui est par terre, c'est pas qu'il vaut rien. Il est nickel, il n'y a pas de souci, par contre tu sais pas quoi en faire. Ça c'est autre chose. Et l'avantage que j'ai trouvé avec la sculpture, c'est que j'avais des aptitudes en dessin, etc., artistique, blablabla, mais c'est que tout arbre est récupérable. Et tu passes du temps, tu es obligé de mettre un peu de cœur, parce qu'il y a ce côté artistique où du coup tu es obligé de mettre du cœur dans les choses, etc. Et c'est un peu une des meilleures... mais tout comme le fait d'être arboriste, quoi, c'est un peu
une des meilleures façons pour moi de respecter l'arbre. C'est de passer du temps, à la fois quand il est vivant, et une fois qu'il est mort, pas lui dire bah t'es mort, va te faire voir. Non, je te récupère et je vais encore passer du temps sur ce que tu nous rends là. Parce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'un arbre vivant t'apporte plein de choses, un arbre mort t'apporte plein de choses. Tout au long de sa vie, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a cette notion, c'est un peu un enterrement, cette notion de continuer à respecter en faisant des choses belles, où les gens se disent « Ah, c'est joli, machin ». C'est un mémoire à l'arbre. Parce que moi, c'est réellement venu la sculpture de... qu'on disait « Ah, les forêts, elles valent rien ». Ça vient, du coup, c'était en Ariège. Hein. Mais ici, c'est pareil. Les forêts, elles valent rien, machin, on n'exploite plus, les trucs, et blabla, et blabla. Du coup, ce qu'on va faire pour récupérer toute cette merde, on va les broyer, faire du copeau, et Bois Énergie, et vous allez voir, c'est écolo, c'est truc, c'est tout ce que tu veux. Et putain, voilà, d'un coup, là, ça a fait tic dans ma tête, je me suis dit, putain, ils assument pas qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit avec les forêts qu'on a, et du coup, ils veulent tout passer en copeaux dans tous les sens, machin. Faut voir la gueule des broyeurs, hein, ils passent des arbres d'1 mètre de diamètre. Hein. Donc ça consomme 1000 litres d'essence, machin, c'est une horreur. C'est pas faire cramer sa bûche dans le poêle que t'as été chercher dans le jardin derrière. Hein. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit putain, faut que je trouve un truc. Et c'est là que je me suis lancé à la sculpture. Et pour le petit historique, du coup, ça c'était parti du parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises, du coup, où c'est eux qui avaient lancé ce discours. On va subventionner le Bois Énergie pour redynamiser la forêt, pour être écologique, ça fait moins de fumée, trucs et machin. Voilà, j'ai pété un câble. Et du coup, j'ai fait ma première sculpture que j'ai déposée en anonymat devant le PNR. Et avec un petit panneau sympa en disant l'Ariège a des choses à faire partager, voir et entendre. Mais le vrai fond de l'histoire, c'était montrer, regardez avec un arbre mort ce qu'on peut faire. Et je leur ai fait un joli bouquetin qui est affiché dans leur bâtiment et c'est joli, et puis il est toujours là. Donc après toute la partie technique, en soi, les sculptures, il n'y a pas grand chose à... Si ce n'est le fait d'avoir l'idée, d'y mettre du cœur, de faire les choses bien. C'est comme faire un beau dessin, il faut juste un crayon à papier et une gomme. Mais si tu mets du cœur, ça va être beau. Si tu n'en mets pas, ça va être moche. Et le principe d'une sculpture, c'est que, si possible, qu'elle soit belle, quoi. Je pense que ce rapport-là que j'ai, moi, vient clairement du fait que... ou c'est dans l'autre sens, mais du fait que j'ai toujours aimé dessiner et toujours aimé la musique. C'est toute cette base qui fait que j'ai toujours aimé le beau. Ouais. Du coup, c'est pour ça il faut toujours que je trouve une certaine dimension artistique dans tout ce que je fais, y compris du coup dans l'arboriste, etc., etc. Et cette dimension, je la trouve à me dire si j'ai fait une taille qui est moche, j'ai chié dans la compote, complètement, ouais. Parce qu'il y a un problème, il y a un truc qui va pas. La musique, c'est familial, ouais. Ouais. Ben ça, mes deux parents pour le coup. Ma mère, elle fait du piano, mon père, il fait guitare et chant. Et là, par contre, des gamins, là, on s'est fait pousser à coups de pied au cul, aller faire du solfège, du truc, du machin, etc., etc. Ça, on a appris à notre insu. Et par contre, ça vient d'eux, ouais. Ça vient d'eux. Et là, bon, pas de regret. Au solfège, il y en avait. On disait, il fait chier. Et le fait d'avoir gardé ce côté musical, non, ça c'est chouette. Hein. Les Peuges. Les Peuges. Ouais, peut-être un jour. Notre musique, on est 7. On fait... nous, c'est que sur des concerts, mais un petit peu dans le coin. Ouais, c'est rigolo, non, on s'amuse bien. S'amuse bien. Mais là, ouais, ça va être un chouette petit concert. Et après, non, mais sinon, nous, on fait nos répètes dehors, au Lac Vert, au resto. Mais après, bon, voilà, ça reste des répètes. Mais sinon, non, on fait des petits concerts par là, à droite, à gauche, quoi. Franchement, je sais pas. Ah, si, quand même. On a parlé un peu de lui. Je vais faire un petit coucou à Ouzin, mon prof de percussion. Si, il m'a marqué, lui, quand même. Enfin, il me marque toujours. Mais il y a lui, il y a Didier, il y a trop de gens à qui je dois faire des coucous. Il y en a trop. Il n'y en a pas un que j'ai envie de mettre sur un piédestal, quoi. Ouais.
Du coup, un petit coucou à mon prof de percussion de quand j'étais tout petit et qui m'a donné goût à ça, ouais. Ouais. Parce que la vie n'est que rythme.